Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Ouamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Crise sécuritaire au Mali, quel impact économique sur les femmes? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir et nos invités sont Nyamoye Wangara, membre du réseau des femmes victimes de la crise à Tombouctou et chargée du genre, Madame Maïga Fatal Moud Traoré, membre de la CAFO de Gao, professeur Omar Bouare, économiste, Dr Ali Tunkara, spécialiste des questions sécuritaires. Je suis Assetou Kanté. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. La crise sécuritaire qui sévit dans le pays depuis 2012 a fortement impacté sur le développement socio-économique des femmes. Les conséquences sur leurs activités économiques restent considérables, regrettent certaines d'entre elles. Madame Nyamoye Wangara, membre du réseau des femmes victimes de la crise à Tombouctou, quel est l'impact économique de la crise sur les femmes à Tombouctou? Bonsoir, Tomani. Bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir invité pour que je puisse expliquer, parler des femmes victimes dans la région de Tombouctou. L'impact économique, c'est un choc pour nous, les femmes, dans la région du Nord à Tombouctou. Parce que les femmes n'ont plus les moyens de faire des activités économiques grâce à l'insécurité dans la région. Alors, Madame Maïga Fatal Moud Traoré, membre de la CAFO de Gao, quelle est la situation à Gao? Donc, bonsoir tout le monde. Je vous remercie beaucoup. Donc, je pense qu'à Gao, l'aspect économique des femmes, depuis la crise de 2012, les femmes de Gao ont du mal à se relever économiquement. Plusieurs femmes qui étaient dans des activités économiques, et qui n'arrivent plus à exercer ces activités. Et cela est dû à l'insécurité et réduit la mobilité de ces femmes entre les différentes foires hebdomadaires. Cela a un impact négatif sur le panier de la ménagère et dans l'entretien du bien-être de la famille. Les femmes de Gao, qui par leurs contraintes socio-culturelles de la région, n'arrivent pas à exercer certaines activités. Docteur Alitou, docteur. Cette négative de chance sur le plan de l'emploi est toujours l'actualité. D'accord. Nous allons revenir vers vous, docteur Ali Tunkara. Vous êtes spécialiste des questions sécuritaires. Est-ce que, vu le contexte sécuritaire, est-ce la même situation au centre du pays? Alors naturellement, qu'on soit au centre ou dans les régions dites nord du Mali, l'être féminin a été le plus éprouvé par ces différentes exactions, par ces différentes impositions, du point de vue vestimentaire, même en termes de réduction de mobilité auxquelles les communautés font l'objet. Quand on prend la crise de 2012 au nord du Mali, progressivement en 2015, les régions du centre du Mali, notamment la région de Mopti, on se rend compte quand même que les femmes ont été les premières victimes à tout point de vue. Dans les régions du nord du Mali, on se rappelle quand même que ces groupes radicaux violents qui se battraient au nom du référentiel musulman ont ce mépris vis-à-vis de l'être féminin. Parallèlement à ces groupes radicaux violents, il ne faut pas non plus les gommer. Certaines milices communautaires également auraient des traitements tout à fait indignes, auraient des traitements tout à fait indécents vis-à-vis de l'être féminin. N'oublions pas non plus de rappeler que ce sont les femmes qui détiennent, si vous voulez, le poumon de l'économie. Car pour qui connaît l'économie malienne, elle est supportée majoritairement par ce qu'on pourrait qualifier de secteur informel. Or, ce secteur informel
sérieusement envahi par l'être féminin. Pour qui connaît aujourd'hui les dynamiques conflictuelles, tant dans les régions du Nord que celles du centre du pays, naturellement, les femmes qui sont pleinement dans les activités commerciales, qui sont aussi dans des activités maraîchères aujourd'hui, ont du mal à mener ces activités. On sait que pendant l'occupation de Moujao, Al-Qaïda, Ansaruddin déjà, on les empêchait d'aller au marché. On les empêchait même justement de se mouvoir d'un village à un autre afin d'assister à différentes foires. De tout cela, naturellement, a fortement impacté l'économie que détenaient les femmes, ou que détiennent toujours d'ailleurs les femmes dans ces différentes localités. Mais fondamentalement, quand on prend le cas du centre du pays, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les différentes foires sont à la limite à l'arrêt. Lesquelles foires, effectivement, expliqueraient une bonne partie d'épargne faite par ces femmes qui se battent au quotidien, non seulement pour supporter les charges familiales, mais dans le même temps pour faire en sorte que les enfants puissent également fréquenter l'école. N'oublions pas quand même que beaucoup de charges qui sont censées incomber à l'être féminin par les textes fondamentaux de la République sont aujourd'hui, ou ont toujours été d'ailleurs dans le contexte malien, supportées par les femmes. Naturellement, ces différentes situations de conflictualité ont connu un arrêt quant aux activités que mènent les femmes essentiellement dans ces différentes localités. D'accord. Professeur Omar Boiré, vous êtes économiste. Quelle analyse faites-vous de la situation? Disons que au niveau économique, les femmes font face à des difficultés que le docteur Tungara a soulignées, mais c'est une partie des difficultés économiques générales du pays. L'activité économique est pratiquement arrêtée dans notre pays. Et les femmes en sont victimes. En plus de cela, comme elles sont les contributrices les plus importantes dans la majeure partie des foyers dans notre pays, et si l'activité s'arrête, elles sont premièrement impactées, puisqu'elles ne peuvent pas subvenir à leurs besoins propres et aux besoins de la famille, du mari et des enfants, dans la majeure partie des cas. Ce qui rend la situation difficile. Et quand vous ajoutez à cela l'insécurité à laquelle les femmes font face, ça crée un problème d'immobilité des femmes, parce qu'elles ont beaucoup de difficultés à se déplacer d'un endroit à un endroit, et ce qui fait que, elles ne peuvent pas se livrer à des activités commerciales florissantes. Et tout cela fait que, ça a un impact sérieux sur les femmes, sans compter à la frayeur qui les habite par la peur d'être violées quand elles se déplacent. Et tous ces phénomènes font que les femmes ne participent guère à l'heure actuelle de façon fondamentale à l'activité économique de notre pays, que ce soit au nord, que ce soit au centre. Et même à cause du freinage de l'activité économique au sud, l'activité économique des femmes est assez réduite. Oui. Voilà. Docteur Ali Tunkara, est-ce que cette dimension de la crise sécuritaire a-t-elle été négligée? C'est vrai que très souvent, quand vous vous intéressez aux différentes initiatives allant dans le cadre d'un retour à une paix durable ou allant dans le cadre de la réconciliation, s'il y a un constat généralisable, c'est cette absence voulue ou involontaire de la prise en compte de l'être féminin dans les différentes initiatives. Cela aussi est compréhensible, on ne peut pas le légitimer, mais on peut le comprendre et l'expliquer à travers nos pratiques culturelles, sociales. Antérieurement à la crise, on n'est pas sans savoir quand même que les femmes ont toujours supporté ces charges familiales. Mais lesquelles charges ont toujours été l'apanage officiellement des hommes. Donc c'est pour vous dire que l'élite politique, dans ses différentes démarches relatives à la résolution, ou en tout cas dans ses tentatives d'apporter des solutions durables à cette insécurité, naturellement, elle a dit gommer ce rôle important que les femmes jouent, autant dans les régions du Nord que celles du centre du pays. C'est vrai qu'il ne faut pas aussi succomber au raccourci. On sait pertinemment quand même qu'il y a des partenaires, que ce soit la mission onigène, que ce soit la force Barkhane, ou même la force conjointe du G5 Sahel, y compris
les forces de défense et de sécurité du Mali, qui mènent parfois des actions, même si elles sont marginales, en faveur quand même de l'être féminin, afin que les femmes puissent être au cœur de l'analyse. Mais je crois fondamentalement l'erreur que commettent beaucoup d'intervenants, beaucoup de courtiers du développement, qu'ils soient du privé ou du public, c'est de tout résumer, c'est le tout militaire. Le fait qu'on oublie clairement que la crise, elle s'expliquerait par cette absence, justement, des réponses aux demandes sociétales. La crise, on oublie très souvent de le rappeler, qu'elle est née parce qu'effectivement, certains besoins exprimés, qui sont quand même légitimes, n'ont pas été satisfaits aux aides des communautés aujourd'hui en pour l'insécurité. Lesquels besoins, les femmes se sont quand même toujours efforcées à les satisfaire. Je le disais à l'entame de mes propos, qu'aujourd'hui, beaucoup de Maliens, notamment dans le milieu, dans nos zones rurales, fréquentent aujourd'hui l'établissement, l'éducation, parce qu'effectivement, derrière, les femmes mènent des activités génératrices de revenus. Derrière, effectivement, les mamans, les sœurs sont dans des petites activités telles que le commerce, voilà, ou autre chose. Donc, c'est pour vous dire que cette dimension féminine n'a pas été suffisamment prise en compte par l'arsenal militaire, mais dans le même temps, cette dimension, elle est même ignominieusement tenue à l'écart par l'élite commande, par le simple fait que, j'aime bien le rappeler, quand on n'a pas de solution à des situations aussi conflictuelles, on ne voit que le seul levier militaire, on ne voit que le seul levier sur les défenses, tout en oubliant que, au-delà des défenses, au-delà du militaire, effectivement, la survie est une nécessité absolue, laquelle nécessité absolue, si elle n'est pas démise naturellement, on va continuer à assister à des situations d'insurrection, à des situations justement de soulèvement. Mais Madame Nyamoye Wangara, les autorités maliennes ont-elles pris des mesures concernant cet aspect de la crise? Bien sûr que je n'entends pas là. Est-ce que les autorités maliennes ont pris des mesures concernant cet aspect de la crise? Allô? Vous nous recevez? Allô? Vous nous recevez? Allô? Certainement. Nous allons revenir vers vous. Madame Maïga Fatal Traoré, est-ce que les autorités maliennes ont pris des mesures concernant cet aspect de la crise? Bon, pas tout à fait. Expliquez-nous. Pas tout à fait. Bien, je vais vous expliquer car les autorités maliennes n'ont pas donné satisfaction aux femmes. Car je pense que ici à Gao, les femmes de Gao qui, par la contrainte socio-culturelle de la région, n'arrivent même pas à exercer certaines activités. Et cette négativité de chance par le plan de l'emploi est toujours d'actualité. À nous les femmes qui sont organisées au sein de nos associations et aux autres groupements, même leur niveau de représentativité dans les organes de prise de décision sont toujours en baisse. C'est ça notre grand problème. Et cela a un impact négatif sur l'aspect économique. Et la CVJR, est-ce que elle prend en charge les victimes de la crise, les victimes économiques? Oui, je peux vous détailler ça aussi, puisque je travaille avec la CVJR. Je suis dans l'association des victimes. Je suis présidente d'une association des victimes. Et je fais partie aussi de la coordination des victimes, la CORAVIC. Vraiment, la CVJR fait bien son travail, puisque nous font appel chaque fois, nous, les associations des victimes, pour sensibiliser les victimes à venir vers la CVJR pour faire leur définition. Et ils nous suivent pas à pas. Et on fait la sensibilisation comme il le faut. On dirige aussi les victimes à aller vers la CVJR, faire leur définition. Je pense que c'est leur devoir. Et ils sont là pour ça, ils le font aussi. Ça, je peux en témoigner. D'accord. Professeur Omar Boiré, est-ce dire que l'État manque de fonds pour venir en aide à ces femmes victimes économiquement?
Disons, l'État manque de fonds, ça c'est une évidence. L'État manque même de fonds pour les dépenses régaliennes au niveau du pays. Bon, mais la question qui se pose, c'est que je pense que c'est une crise multidimensionnelle et l'État a du mal à serrer les priorités au niveau de ce qui doit être fait. Bon, tout le monde a conscience au niveau du gouvernement de l'impact que la crise a eu sur les femmes, mais le fait est que quant au problème de résolution de la crise, il n'y a pas eu beaucoup de dispositions spécifiques qui traitent en priorité les problèmes des femmes. Elles ont été associées à la chose, parce que souvent, bon, on a fait appel à des porte-paroles pour parler du problème des femmes, mais la situation est telle que il n'y a pas une étude systémique sur l'apport des femmes dans ces régions et dans le Mali pour savoir quelles sont les priorités à adresser quand la crise s'est posée. Et de mon point de vue, bon, ça prendra un certain moment avant que l'État ne puisse maîtriser la chose, si tant est qu'il arrive à maîtriser la chose. Voilà en gros ce que je peux dire sur cette situation. Autrement, je pense que tout le monde a conscience à l'heure actuelle de la situation des femmes. D'accord. Madame Nyamoy Wangara, les autorités maliennes ont-elles pris des mesures concernant cet aspect de la crise? La crise, jusqu'à nos jours, l'autorité malienne presque n'a rien fourni par rapport à l'insécurité. Parce que les femmes qui partent dans les formes, là, jusqu'à présent, par terre et par tristesse, n'arrivent pas à participer aux différentes foires dans la région. Donc, on ne peut pas dire que l'autorité malienne avait fait quelque chose pour l'insécurité, pour assurer leur sécurité, pour qu'ils puissent exercer leur activité économique. Dans la région de Tombouctou, les victimes économiques de la crise sont-elles prises en charge par la CVJR? Allô, je vous entends pas? J'ai dit les victimes économiques de la crise sont-elles prises en compte par la CVJR? Pas encore. Pas encore. Et qu'est-ce qui bloque cela? Bon, la CVJR, son rôle, ce n'est pas de réparer, c'est uniquement de prendre des dépositions de victimes. Donc, la CVJR ne peut pas prendre leur prise en compte. Donc, est-ce que vous avez mené des actions pour qu'elles puissent prendre en charge cet aspect? Bien sûr, à chaque fois, on nous mène des activités pour que, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu lieu de prise en compte ou de prise en charge de réparation pour ces victimes. Docteur Ali Tunkara, où se situent les responsabilités aujourd'hui? Alors, les responsabilités sont plurielles. Hein. Entendre déjà Mme Wangara, on comprend aisément avec elle à combien les attentes vis-à-vis de l'État sont énormes. De ce fait, vouloir questionner effectivement l'apport de l'État vis-à-vis de l'être féminin, naturellement, les éléments de réponse peuvent ne pas donner satisfaction à ce stade. Mais je pense fondamentalement, au-delà de ces impacts corollaires à cette insécurité de 2012 à aujourd'hui, il est quand même important de les rappeler. Juste titre, à combien dans nos différentes pratiques culturelles, dans nos perceptions vis-à-vis même de l'être féminin, nous avons quand même, n'oublions pas que la question même de l'utilité de l'être féminin ou la question même d'établir un rapport d'équité ou d'égalité entre hommes et femmes sont des questions qui restent tout à fait pertinentes dans le contexte malien, au-delà même de l'insécurité. De ce fait, naturellement, l'insécurité économique, notamment de l'être féminin, ne pourrait pas faire exception à ces perceptions que je qualifierais sociales même de l'être féminin. Donc c'est pour vous dire qu'il est important aujourd'hui dans le contexte malien de comprendre que antérieurement à la crise dans nos différentes localités, la femme, tout ce qu'elle mène comme activité, elle est toujours perçue comme cet être qui serait utile pour la société. La femme est toujours perçue comme cet être qui serait différent de l'être masculin.
la femme étant perçue avec des inégalités qui auront pour nom, si vous voulez, la posture anatomique. Autrement dit, le fait qu'à la naissance, hommes et femmes sont différents, cela a naturellement influencé les perceptions qu'ont les différentes sociétés maliennes quant au statut et la place qu'occupe l'être féminin dans nos différentes sociétés. Donc c'est pour vous dire que vouloir situer les responsabilités naturellement, chacun a un rôle à jouer, mais il va de soi qu'on nuance aussi les responsabilités. Aujourd'hui, il est aussi quand même la responsabilité de ces différentes associations féminines qui sont très présentes dans nos centres urbains, de sortir souvent dans les dénis. On sait pertinemment que beaucoup d'apports apportés par les différentes ONG, les organisations non gouvernementales, par l'État central du Mali, lesquels apports sont quand même aussi parfois mal utilisés et par nos femmes des centres urbains. Je ne pense pas que Mme de la CAFO pourrait nier cela. De la même manière également, il est important que pour que l'être féminin soit sérieusement pris en compte, qu'il soit lui-même, cet être féminin, sérieux avec lui-même. Parce que quand vous regardez les organisations féminines, ce sont des querelles de leadership, ce sont des querelles autour de la gestion du fonds. Donc, ce qui fait que, naturellement, on aura du mal à prendre au sérieux ces revendications légitimes que pose l'être féminin. Donc, je pense fondamentalement, telle est la responsabilité de ces différentes organisations, associations des femmes. Mais au-delà, il est quand même important qu'on se le dise, la sécurité est quand même une fonction régalienne. C'est à l'État central de faire en sorte que les différentes foires fréquentées par ces femmes dans les zones en conflit soient sécurisées. C'est aux autorités effectivement du pays de faire en sorte qu'aujourd'hui, les différents jardins où les femmes menaient des activités maraîchères, que ces jardins soient réhabilités ou même sécurisés. Je pense que là, on ne va pas quand même demander à un journaliste ou à un animateur d'une radio d'aller sécuriser une foire, ou on ne va pas demander à l'imam de sécuriser la foire. Donc je pense que il est de la responsabilité aujourd'hui, en toute objectivité de l'État central, de faire en sorte que l'offre sécuritaire soit satisfaisante, que l'offre sécuritaire soit conforme à ses attentes légitimes. Vous ne pouvez pas demander aux gens de se contenter. Vous ne pouvez pas demander aux gens de pardonner. Au même moment, effectivement, vous ne les avez pas tout outillés à se prendre en charge. Cette prise en charge passe nécessairement par cet engagement féminin dans la réalisation des activités génératrices de revenus. Madame Maïga Fatalmoudou Traoré, que font les ONG dans ce sens pour venir en aide à ces femmes victimes? Donc, bonjour tout le monde. Je pense que les ONG ne peuvent pas réparer les victimes. Peut-être ils peuvent les aider en AGR ou à faire des petits commerces, mais ce qui intéresse beaucoup les victimes, c'est la réparation. Car l'État a demandé à la CVGR de recenser de 1960 à nos jours les dépositions des victimes, de 60 à nos jours. Mais depuis lors, jusqu'aujourd'hui, il n'y a eu aucune réparation. C'est ce qui décourage encore les victimes. Sinon, le nom même, la CVGR, ça fait droit au cœur des victimes. Parce que déjà, on entend justice, vérité, réconciliation. Ça nous fait droit au cœur. C'est le mot même qui soigne les victimes. Mais l'État n'a rien fait. Car depuis de 60 à nos jours, ils ont commencé actuellement à faire des dépositions de 60 à nos jours. Mais il n'y a eu aucune réparation pour montrer un bon exemple. Donc, vous aviez dit... Continue. Oui, vous aviez dit... On a toujours des victimes. Je me demande même s'il y aura une réparation. Il ne peut pas avoir de réparation sans sécurité. On n'est même pas en sécurité. Chaque matin, il y aura des nouveaux victimes. Chaque soir, il y a des nouveaux victimes. Il y a des vols en main armée. Il y a des tueries. Il y a toutes sortes de banditisme. Par comment ils peuvent réparer. Moi, je me demande même comment on peut faire une réparation dans des cas pareils. Il n'y a pas de sécurité. Sans sécurité, il ne peut rien avoir.
le pays ne peut pas avancer. On ne peut pas parler de développement. On ne peut pas parler de vivre ensemble quand il y a toujours l'insécurité. L'État vraiment doit jouer son rôle. Vraiment, on a besoin de paix, on a besoin de sécurité, même dans ta propre famille, même sur ton lit, tu n'es pas en sécurité. Donc on ne peut pas parler de réparation. Nous allons revenir vers vous, Madame Nyamoy Wangara. Est-ce que les ONG sont venues en aide à ces femmes dans la région de Tombouctou? Dans la région de Tombouctou, jusqu'à présent, on n'a pas vu un ONG qui a aidé ces femmes-là dans leurs activités économiques à Tombouctou. Pas encore. Donc, que deviennent ces femmes? Ces femmes sont là, sans activité, sans rien. Même les jardins qu'ils ont, ils n'auront pas d'argent pour faire leur maraîchage. Donc, ils sont là comme ça, en attente. D'accord. Nous allons revenir vers vous, professeur Omar Boiré. Est-ce que l'État aujourd'hui peut développer de nouvelles stratégies pour venir en aide à ces femmes? Disons ce que Madame vient de dire. C'est assez véridique, je pense. Sans sécurité, on ne peut pas identifier les coupables ou les victimes et puis faire des réparations à leur endroit. Et donc ça, que ce soit la réparation ou la relance de l'activité économique, il faut passer par la sécurité. L'État a parlé de dialogue inclusif. Je veux bien, mais personnellement, je pense qu'ils vont pousser cette logique jusqu'au bout et se rendre compte que ce n'est pas la solution au problème. Si vous regardez le problème au fond, c'est assez, je dirais, époustouflant. Vous avez 4000 terroristes à peu près, au bas mot, qui empêchent 19 millions de personnes de dormir tranquillement. Et on dit que l'armée n'est pas suffisamment nombreuse pour couvrir tout le territoire. Je veux bien. Dans de pareils cas, qui rend le service militaire obligatoire et règle ce problème une bonne fois pour toutes. Vous ne pouvez pas dialoguer avec des gens qui vous considèrent comme des esclaves. Ça, c'est le fond du problème. Et ce n'est pas des gens raisonnables. Et ça, ce dialogue peut continuer. Ça peut aller où ça peut aller, mais ça ne va pas résoudre le problème. Mais ça, c'est le gouvernement que nous avons choisi. Et ma foi, c'est à eux de décider ce qui doit être fait. Être accompagnés par quelques acteurs de la société civile. Mais au bout, ils se rendront compte que le chemin qu'ils suivent n'aboutira pas à la résolution du problème. Ça va simplement retarder, peut-être apporter de l'accalmie, mais ce genre de solution ne peut pas être réglé de cette façon. Parce que c'est une minorité de minorités, il faut qu'on se le dise, qui veulent qu'on les donne 2/3 du territoire malien et qui fassent leur trafic, qui fassent leur petit business et en plus qu'ils imposent la charia dans un pays laïque. Et on veut dialoguer avec des gens comme ça. Quels seront les éléments communs entre eux et le gouvernement ou eux et le Mali pour arriver à une solution acceptable du dialogue? Moi, je n'en vois pas. Le dialogue inclusif, c'est très bien. Quand les gens s'assoient pour parler, c'est très bien. Mais on le fait d'égal à égal avec des gens raisonnables, mais pas avec des gens qui n'ont aucun égard pour vous. Ça ne mènera nulle part. Voilà. Docteur Ali Tunkara, dans ces cas, est-ce qu'il y a des choses non dites de la crise? Naturellement, il y a pas mal de zones d'ombre dans cette crise. Je pense que le professeur Boiré est encore beaucoup plus pessimiste à cet effet. Mais pour revenir rapidement sur les zones d'ombre, ou en tout cas ce qu'on pourrait qualifier en toute simplicité, les zones d'incertitude dans ces différentes situations de conflictualité au nord du Mali, c'est cette complexité quand même des questions sécuritaires, c'est cette
complexité, même pluralité d'acteurs même qui mènent ces différentes exactions ça et là. Donc fondamentalement, s'agissant de l'apport de l'État, il est quand même indispensable pour un retour à une paix durable. Mais c'est vrai que certains l'ont évoqué, mais moi je pense qu'il ne faut pas trop quand même nier ce qui s'est fait sur le terrain au regard de certaines de mes missions dans ces différentes localités pour l'insécurité, même si l'aménagement, ce n'est pas pour lui venir en aide, elle permet quand même à certains égards de sécuriser certaines de nos foires, tant dans la région de Mopti dans les régions dites nord du Mali. Donc ça c'est un apport qui est à saluer pour ce qui est la contribution de l'aménagement pour une paix durable. De la même manière également, il est quand même important aujourd'hui de comprendre que nous avons un État qui est vraiment dans une situation déboussolée en toute objectivité, laquelle situation fait que l'avenir reste très sombre parce que les causes profondes de cette insécurité sont peu évoquées par l'élite politique notamment, ce qui fait que on est dans un jeu justement d'accusations, on est dans les dénis, on a du mal justement à se regarder en face. Non, mais revenons sur les femmes dans cette situation d'insécurité, notamment les activités génératrices de revenus. Si vous prenez aujourd'hui les régions dites nord du Mali ainsi que celles du centre, effectivement, les femmes éprouvent plus de difficultés que les autres couches de la société. Partout, les conflits éclatent. Ce sont les femmes et les jeunes qui sont, à certains égards, les plus touchés, effectivement, par les conséquences fallacieuses d'un conflit. Donc, je pense que le cas malien, il n'est pas nouveau. Partout au monde, non seulement les femmes sont victimes de différentes formes d'exaction, les viols, voilà, mais dans le même temps, ce sont ces femmes également qui sont même oubliées par le pouvoir central, en dépit de tous ces apports qu'elle apporte pour même asseoir, si vous voulez, une quelconque stabilité, pour même faire en sorte qu'aujourd'hui, on puisse même continuer à parler du Mali. N'oublions pas quand même que à l'arrivée des groupes radicaux violents, traversés par des indépendantistes, beaucoup d'hommes quand même avaient quitté les régions dites nord du Mali. Ce sont les femmes et les enfants qui sont restés. De la même manière également, lorsque la cativa de Hamadou Nkoufa a sérieusement frappé la région de Mopti, naturellement, ce sont les femmes non seulement qui sont restées, mais dans le même temps, ce sont elles qui ont permis à ces différentes localités aujourd'hui, traversées par l'insécurité, de continuer à vivre quand même. Donc ça, c'est important. Donc il est de la responsabilité en toute objectivité de nos pouvoirs, qu'ils soient de l'État ou qu'ils soient même des mondes ONG, même des partenaires étrangers, effectivement, de sortir de la rhétorique. C'est vrai que quand vous écoutez les différents discours, que ce soit du président de la République, en passant par toute l'équipe gouvernementale, de l'aménagement, tous les acteurs sans exception brandissent l'importance qu'a la prise en compte de l'être féminin dans les résolutions, mais malheureusement, on se rend compte que lors de sérieuses discussions, quant à l'issue de la crise, les femmes sont vraiment prises comme des mineurs. Les femmes sont considérées comme des êtres non aboutis, comme des êtres qui ne seraient même pas capables d'apporter en termes de réflexivité, en termes même d'innovation, d'ingéniosité. Je pense qu'il faut qu'on sorte de ce carcan qui consisterait à faire de la femme un oubli de la société, à faire de la femme justement un être qui ne serait pas capable, j'entends par capacité, de réfléchir au même titre que l'homme. Quelle est la manière de changer cette mentalité? Alors, les manières sont plurielles. D'emblée, qu'on reconnaisse que dans nos pratiques culturelles, il faut qu'on accepte de faire des entorses. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse continuer à discriminer les femmes au nom d'un quelconque référentiel culturel. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse discriminer l'être féminin au nom d'un référentiel religieux. Il est important à ce niveau également, parce que si vous suivez avec une attention particulière les différentes exactions des groupes radicaux violents, même à certains égards les milices, il n'est pas quand même étonnant que souvent l'islam soit brandi comme justificatif. Donc c'est pour vous dire qu'il est aussi de la responsabilité de la Oumma, de la communauté musulmane, de sortir clairement de cette lecture textuelle vis-à-vis de l'être féminin. Il est de la responsabilité de nos ulémas, de nos prêcheurs, effectivement,
d'ouvrir le débat quant à la place de la femme au nom même du référentiel musulman. On sait pertinemment que dans l'orthodoxie musulmane, des femmes ont été responsables du point de vue politique, des femmes détenaient des activités tout à fait florissantes du point de vue économique. L'exemple le plus parlant à ce stade, c'est quand même l'épouse du prophète de l'islam qui elle-même a été une commerçante. Donc c'est pour vous dire qu'une lecture tronquée, une lecture falsifiée de fondamentaux de l'islam, naturellement, c'est l'affaire de la femme et un être soumis. C'est l'affaire de la femme et une éternelle victime. Donc je pense qu'il est extrêmement important aujourd'hui qu'on accepte que les cultures sont avant tout des constructions. Ça, c'est extrêmement important. Qu'elles sont traversées par des subjectivités, qu'elles sont traversées par des sentiments. Qu'on accepte également qu'en islam, qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, les textes sacrés ne connaissent pas qu'une lecture, mais plutôt des lectures, lesquelles lectures accordent une place tout à fait importante à l'être féminin. D'accord. Professeur Omar Bouaré, au-delà de la crise sécuritaire, est-ce donc une crise économique? Mais, bien évidemment que la crise économique suit la crise sécuritaire. À partir du moment où les gens sont empêchés au niveau de leur mobilité, eh bien, le libre commerce ne peut pas s'effectuer convenablement. Et donc, il suit que, il y a un freinage de l'activité économique de façon générale. Alors, pour rebondir un peu sur ce que le docteur vient de dire à propos des querelles de leadership féminin, eh bien, ces querelles aussi existent au niveau des hommes. Ce n'est pas les femmes seules qui se battent pour acquérir le pouvoir. Et ça existe aussi parmi les hommes. Et la deuxième chose que je pointerai, c'est que ce n'est pas singulier au Mali. Dans tous les pays où il y a eu la guerre, les femmes et les enfants sont les premières victimes de cette guerre. Ce n'est pas propre au Mali. Simplement, nous n'étions pas préparés à ça. Parce qu'on pense que tout le monde est bon, tout le monde est gentil, on s'entend, mais ce n'est pas vrai. C'était le feu qui couvait en dessous. Et évidemment, les problèmes économiques qui sont soulevés sont des éléments à part entière de ce soulèvement, parce que les pauvres, les jeunes pauvres, ont été embrigadés très vite avec ces djihadistes qui sont venus. C'était des jeunes sans emploi, désœuvrés et qui cherchaient l'occupation. Et à partir du moment où on leur donne de l'argent pour qu'ils rejoignent les djihadistes et combattent l'État malien, ils sont partants. Ce qui a créé la situation. Mais tant que le problème de sécurité n'est pas réglé, le problème de l'arrêt de l'activité économique ne sera pas réglé, le problème de la réparation pour les femmes victimes ne sera pas réglé, le ralentissement du commerce des femmes, ce problème va demeurer. Et donc, le nœud gordien de cette histoire, c'est la sécurité. Alors, je veux bien. Moi, je suis partant pour un dialogue inclusif. Mais logiquement, ça n'aboutira à rien. Ça, c'est ma conviction profonde. Madame Nyamoye Wangara, vous êtes membre du réseau des femmes victimes de la crise à Tombouctou. Aujourd'hui, les femmes sont-elles suffisamment impliquées dans le processus de la résolution de cette crise? Bien sûr que nous, les femmes victimes, nous sommes impliquées dans la résolution de cette crise. On ne peut pas même pas résoudre cette crise sans nous, les victimes. Nous sommes les cibles principaux de cette résolution. Madame Fatal Moudou Traoré, est-ce la même situation à Gao? Oui, c'est la même situation à Gao. Comment elles sont impliquées? Bon, l'implication des femmes est très faible. C'est très faible. Au sein des associations ou aux autres groupements, même au niveau des représentations dans les organes de prise de décision, les femmes ont une baisse. Elles sont vraiment blessées. Et cela a un impact négatif sur l'aspect économique. Voilà. Docteur Ali Tunkara, comment prévenir aujourd'hui ce genre de situation? Alors, les solutions sont tout à fait plurielles, mais je crois fondamentalement, il est aussi de la responsabilité des femmes de croire en elles. Ça, c'est extrêmement important.
Je ne veux pas aller avec le dos de la cuillère. Dans le contexte malien, on sait quand même que majoritairement les femmes aiment s'inscrire comme dans le raccourci. Elles aiment tellement la facilité, à telle enseigne que certains clichés, certains préjugés les concernant pourraient être confirmés par ces raccourcis. Donc je pense qu'il est de la responsabilité de la femme malienne, s'il y a une femme malienne ou des femmes maliennes, effectivement, de se faire confiance. Ça, c'est extrêmement important. Et dans le même temps, de comprendre aujourd'hui quand même que les lois fondamentales du pays les ont octroyé les mêmes droits octroyés aux hommes. Donc c'est pour vous dire que côté arsenal juridique, il n'y a pas de manquement, mais peut-être que l'application pourrait être un autre débat. Et donc fondamentalement, qu'on sorte déjà de cette posture victimaire, parce que j'aime quand même le rappeler souvent, elles sont victimes effectivement de l'insécurité incontestablement, mais dans le même temps, il y a des femmes quand même qui ont sérieusement aidé le groupe radico-violent à agir. Ça, c'est important. Ça, ce sont des faits. Je pense fondamentalement comme solution également à ce niveau, il est important de ne pas nier les différents rôles que jouent les ONG dans ces différentes localités en proie à l'insécurité. Je ne veux pas citer des ONG particulières, mais on sait quand même quand on prend ONIFAM, ses partenaires, ce sont quand même des acteurs aujourd'hui qui sont tout à fait visibles dans ces zones en conflit, qui viendraient en aide aux femmes. Mais en dépit de ces différents apports de la part des ONG, de la part des femmes elles-mêmes, c'est extrêmement important quand même que l'État, en dernière instance, arrive à s'assumer pleinement, si on peut s'exprimer de la sorte. Je ne peux pas comprendre qu'on soit au XXIe siècle, jusqu'ici, que le Mali n'arrive pas à trouver un pont entre ce que je qualifierais de culturel, du droit positif et du religieux. Autrement dit, dans le contexte malien, les textes de la République sont bafoués au nom des pratiques culturelles. Voilà un pays où les textes de la République, qui sont d'une beauté exceptionnelle, sont sabotés, à la limite même remis en cause au nom d'un quelconque référentiel religieux. Je pense que cette incapacité à laquelle l'État malien fait l'objet à incorporer les singularités, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient culturelles, expliquerait le pourquoi aujourd'hui la dimension féminine elle n'est pas sérieusement prise en compte dans nos différentes stratégies. Mais dans le même temps, il faut quand même le rappeler, les réponses militaires également sur les différents théâtres d'opération, celles-ci n'intègrent pas suffisamment également l'être féminin. Or, on sait pertinemment que les femmes sont d'un apport important, non seulement pour comprendre même les dynamiques conflictuelles, mais dans le même temps également arriver à identifier les acteurs aujourd'hui qui sévissent dans ces différentes localités en proie à l'insécurité. Donc je pense qu'il faudra que l'arsenal militaire, l'élite politique, les partenaires du Mali également, intègrent suffisamment l'être féminin dans leurs différentes stratégies, dans leur agir. D'accord. Nous arrivons presque à la fin de cette émission. Madame Nyamoye Ouangara, aujourd'hui, quelles sont les attentes des femmes? À nos jours d'aujourd'hui, à Tombouctou, nous, en tant que femmes victimes, les attentes, c'est les réparations. Vraiment, on attend que les réparations. Sans réparation, on ne peut pas parler de la réconciliation. Est-ce que vos propositions sont prises en compte? Bien sûr que nos propositions sont prises en compte par la CVGR. On a en attente jusqu'à présent. Madame Fatal Traoré, aujourd'hui, quelles sont les attentes des femmes à Gao? Allô? Vous nous recevez? Oui, je n'entends pas très bien. S'il vous plaît, il faut... Oui, j'ai dit, quelles sont les attentes des femmes pour la résolution de cette crise? Quelles sont? Les attentes des femmes. L'attente des femmes. Les femmes ont besoin d'être introduites dans les postes de responsabilité. Ça peut faciliter l'accessibilité à plusieurs femmes à des emplois rémunérateurs qui permettent aux femmes d'aider les hommes dans les dépenses et de l'entretien de la famille. D'accord. Professeur Omar Bouaré, aujourd'hui, que faut-il faire? Mais
ce qu'il convient de faire, c'est mettre un arsenal sécuritaire en place pour régler ce problème définitivement. Parce que ce n'est pas les pourparlers, à mon avis, qui vont régler l'histoire. Ça va l'étendre, ça va continuer. Avant, ils étaient au nord, maintenant, ils sont au centre. Et quand est-ce qu'ils viendront à Bamako? Et donc, il faudrait que les gens comprennent qu'ils ont affaire avec des gens qui ne sont pas raisonnables. Et on ne peut pas dialoguer avec quelqu'un qui ne vous considère pas comme son égal. Ce n'est pas possible. Docteur Ali Tounkara, êtes-vous d'accord avec le professeur Omar Boiré? À certains égards, ce qu'il dit, c'est quand même important de comprendre cette complexité, cette, si vous voulez, attitude qu'on pourrait même qualifier de volatile de ces acteurs qui seraient à l'origine de l'insécurité. Mais je pense quand même qu'il est quand même important aujourd'hui de reconnaître qu'il y a un débit quand même de discussion avec ces acteurs qui seraient à l'origine de l'insécurité. Mais dans le même temps, les acteurs sont quand même d'accord de revenir, sont même revenus sur la table de négociation et ont même validé les différentes propositions faites à cet effet. Mais je crois fondamentalement qu'en dépit des bonnes intentions, qu'en dépit des différentes stratégies prises, déployées ça et là, il est extrêmement important qu'au bout du tunnel, l'État arrive justement à poser son marqueur sur toutes les singularités. Je pense qu'une fois que le marqueur est posé, naturellement, la situation sécuritaire pourrait trouver des issues favorables. Voilà. Merci. Crise sécuritaire au Mali, quel impact économique sur les femmes? C'était le thème du débat de ce soir. Merci à nos invités, professeur Omar Boiré, économiste, docteur Ali Tounkara, spécialiste des questions sécuritaires, Nyamoye Wangara, membre du réseau des femmes victimes de la crise à Tombouctou, Maïga Fatalmoud Traoré, membre de la CAFO. À la présentation, vous aviez Assetou Kanté, mise en onde Peting Diara, à la régie vidéo Mamadou Ouattara, la coordination Mohamedou Touré. Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Ouamakara. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba.